Et bonjour les amis, comment allez-vous en ce dimanche 16 novembre? Grand jour aujourd'hui, l'anniversaire de mon papa aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous réveillez bien et que vous passez un bon début de matinée. Je suis très content de vous retrouver et je suis surtout très content d'accueillir comme tous les dimanches Nato qui va venir nous parler de l'Égypte. J'espère que vous aimez bien, j'espère que vous kiffez ce petit moment. Nato vous a préparé beaucoup de petites surprises. J'ai vu le programme du jour, donc ça va être trop cool. Salut Camille, salut Jésus, salut Sangohan, salut Céline. Honnêtement, je pense que vous allez être vraiment servis ce matin. Ça va vraiment être très cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire aussi que après le stream, bien sûr, après le stream, salut Yanis. Putain, t'es à Bali, c'est vrai le Yanis, t'en profite. Profite. Après le stream, n'oubliez pas, n'oubliez pas d'aller regarder mon vlog qui vient de sortir sur YouTube. Vous allez voir, c'est quand même assez marrant. Un petit vlog, ça fait longtemps que j'avais pas vlogué. Donc je suis quand même content de vous faire ce petit vlog qui est sorti, même s'il y en a qui ont été chanceux et qui ont pu voir une partie du vlog. Mais n'oubliez pas, après le live, bien sûr, d'aller regarder ça. Maintenant, ça va être l'heure de Nato que je vais laisser à chaque fois, comme tous les dimanches à 11 h, vous présenter sa petite rubrique. J'espère que vous allez kiffer. Moi, je vous reverrai tout à l'heure. Et en tous les cas, passez vraiment un bon live avec Nato. Et vous allez kiffer. Honnêtement, vous allez kiffer parce que même moi, je kiffe. Je suis impatient de voir ce qu'il a à vous raconter. En tous les cas, à tout à l'heure. Nato, c'est à toi. Bonjour Nato. Bonjour les gars, bonjour les amis, on est là. Je mets le petit casque, comme ça je suis bien. Ouais, je vois que vous êtes déjà là, hein. Oh là là, on a déjà plus de 70 personnes, 70 personnes. Ouais, parce qu'ici on est en Suisse, hein, et nous sommes dans les studios de Gaël. Merci Gaël et joyeux anniversaire, hein, papa, hein. Yes, Ouais, merci beaucoup. Ah, les amis, on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses. Et je suis vraiment excité de pouvoir vous transmettre cette histoire fabuleuse. Franchement, l'Égypte, je kiffe. Je sais pas pour vous si vous kiffez, mais moi, je kiffe vraiment. Bonjour les gars. Céline, bonjour. Camillette, bonjour tout le monde. Je vois que vous êtes là. Oui, on, on souhaite encore joyeux anniversaire au papa de Gaël. Allez, des petits cœurs, des petits cadeaux. C'est tout ça, c'est tout bon. On aime ça. Bon, on a quand même. Nous avons 2 heures, mais j'ai concocté quelque chose d'assez dense. Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais j'espère que je vais vous tenir en haleine. Oh là là. Ouh, le dimanche, le Sunday. Ok. Jour de Nato, à défaut d'être jour du Seigneur. Allez, les gars, sans mauvais jeu de mots, on va commencer avec la science, hein, des mathématiques, la géométrie. On aime ça. En voiture, on va là. Merci pour les cœurs pour l'anniversaire du papa de Gaël, sans le nommer. Joyeux anniversaire à toi. Et moi, je vais essayer de boire un peu d'eau parce que je sens que la langue est déjà. Hum, c'est bon l'eau, hein, comme dit Vandame. Alors, trêve de plaisanterie, mais on reste quand même. Euh, on va essayer de ne pas être trop sérieux des fois parce que trop de sérieux tue le sérieux. Mais les amis, je suis vraiment heureux d'être avec vous. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose et je vais vous dire quelque chose. S'il vous plaît, je pose une question, vous répondez. Ou vous me posez des questions et j'essaie de répondre. OK? On fait comme ça, on reste interactif. On est sur Twitch, on est content. Je suis avec vous.
Vous êtes avec moi. On y va, les gars. On est détendu. Il pleut en ce moment, effectivement. La météo n'est pas très belle. C'est pas très sun aujourd'hui, même si c'est le jour du soleil. Mais on commence à rentrer vraiment dans l'hiver. Il fait un peu froid. Et, euh, et là, effectivement, il pleut. Donc, on va commencer aujourd'hui par les secrets des papyrus. Parce qu'effectivement, il y a des secrets qui nous ont été un peu occultés, on ne sait pas par qui. Hein, on laisse certains détectives de dire tout cela. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de dénicher des petites pépites, des anomalies, hein, des anachronismes, des choses qu'on ne comprend pas. Le détail. Nato, il adore le détail. Je pense que vous aussi. Voilà quoi. Alors, papyrus, on va parler de papyrus qui est daté de moins 1650. Alors là, moins 1650, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est au temps de Ramsès. Donc, moins 1650, on est aux alentours de Ramsès, quoi. Ramsès II. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ère de Ramsès, parce que entre Cléopâtre et Ramsès, on l'avait dit la dernière fois, il y a au moins 1200 ans qui les séparent. Donc voilà, de Ramsès II à aujourd'hui, hein, à partir de Nato, hein, moi je suis des années 80. Donc à partir de Nato, nous sommes à à plus de 3000 ans hein, après Ramsès II. Donc effectivement, nous sommes un papyrus qui date de l'ère de Ramsès II et qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Donc là, on va voir la vidéo, on va voir un résumé, on va aller dans le vif du sujet qui parle des mathématiques ou de la mathématique. Ensuite, dans un second temps, on verra aussi quelques belles images des pyramides, telles que certains auteurs un peu sulfureux, controversés, voient la construction, pensent qu'elle a été faite comme ci, comme ça, et la version, effectivement, on connaît la version dite officielle, égyptologique, mondialement reconnue, euh, mais qui pose question parce que nous, nous les enfants du 21e siècle ou du 20e siècle, fin 20e siècle, nous savons que nous avons les IA, nous avons les images 3D, nous avons des scanners, nous avons des IRM, on a de quoi faire, on a des sondes, on a des choses extraordinaires qu'on n'avait pas à l'époque, au temps de Napoléon par exemple, et que maintenant nous avons pour pouvoir déchiffrer, comprendre, élucider, voire même décrypter des choses on pouvait même pas penser qu'on arriverait à faire de nos jours. Donc maintenant c'est faisable. Donc on va parler de la faisabilité de tailler une roche dure à l'époque des Égyptiens. La dernière fois, nous avons vu une dague en météoritique dans le cercueil qui était tenu, un poignard qui était tenu par Toutankhamon. On est quand même dans quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il la, la, maîtrise la métallurgie d'une manière incroyable. Donc, on pense qu'ils étaient à l'ère du bronze, on dit l'ère du bronze, mais nous savons très bien que le bronze ne peut pas tailler ces roches aussi dures. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui leur a permis comme technologie pour pouvoir tailler, percer, creuser, fabriquer, poncer, lisser, écrire par-dessus? Tellement ils maîtrisaient cette chose, ils arrivaient à écrire dans les choses dures. Même de nos jours, on évite de dessiner dans du béton, dans du granit. On regarde les stèles, on regarde les stèles en granit au cimetière. Hein, c'est là qu'il y a beaucoup de granit. On va aller demander aux tailleurs de pierre comment ils font. Hein. Et vous aurez déjà une petite idée de la chose. Ensuite, on va parler de quelque chose aussi de très mathématique
et de très astronomique. On va parler de la précession des équinoxes. Qu'est-ce que c'est la précession des équinoxes? Là, on est en train de fêter Noël et tout, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi rentrer dans l'hiver? C'est quoi rentrer dans le printemps? Qu'est-ce que c'est tout ça? Qui a découvert ça? Comment on sait que ça marche? Quel est le processus? Donc, on va parler longuement de la précession des équinoxes, mais d'une façon avec vous. Hein. Je ne parle pas tout seul, les gars, et les filles. On ne parle pas tout seul. Je ne parle pas tout seul et je veux vous voir avec moi, ensemble. Et on va décrypter tout ça. Participer, c'est ce qu'on veut. Bonjour à tous, on est là, on est plus de 60. Nous sommes déjà à plus de 60. On n'a même pas encore commencé, mais ça va commencer. Ne vous en faites pas. Nous allons parler, si on parle des précisions des équinoxes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons parler tout simplement du calendrier, l'invention du calendrier. Quelque chose de très astronomique, de très scientifique. Qui a élaboré cette chose? Comment les Égyptiens ont-ils obtenu cette précision astronomique? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qui a donné les noms aux mois? Et vous allez voir tout ça. Pourquoi on a des mois bizarres, des mois à 28 jours, des mois à 31 jours? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que c'était toujours comme ça? Est-ce que ça a toujours été comme ça? On va répondre à ces questions. Vous allez y répondre vous-même. On va voir ça tous ensemble. On va aussi parler d'un homme que j'ai rencontré il y a des années, un égyptologue qui m'avait invité chez lui. Ça, c'est la petite séquence émotion. Donc, la petite séquence émotion, intimité, c'est vers la fin, on parlera du professeur Joseph Davidovich qui m'avait fait le plaisir de m'inviter chez lui parce que je me posais des questions. J'avais plus ou moins répondu à une des questions. Il avait trouvé ça assez intriguant, donc il m'avait invité chez lui. J'ai eu la chance d'être invité chez lui. Je pense que c'était, je suis un vieux gars moi, c'était dans les années 2000, allez on va dire 2000, 2007, 2008. On dit, on dit pas mon âge, je suis un homme sans âge. Allez, l'homme sans âge, Nato, on va continuer après, on va surtout parler de l'échelle de Moche. On aura quand même quelque chose qui, à chaque fois qu'on parlera, on va vérifier ce qu'on raconte scientifiquement. C'est quoi l'échelle de Moche? Je vous l'avais dit la dernière fois, l'échelle de Mo ou Moche, comme vous voulez. Je ne parle pas cette langue. On va commencer déjà avec cela comme vidéo et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Les amis, Dureté qui ne fait pas référence on à leur parle de la résistance à dureté la des matériaux. déformation ou au choc, mais à la Allez, déformation ou au choc, mais à la capacité d'un minéral à enrayer un autre. Chaque minéral est classé de 1 à 10 en fonction de sa capacité à rayer ou à être rayé par les autres minéraux de l'échelle. Le numéro 1 étant le plus fragile, comme le talc par exemple, et le 10e le plus résistant aux rayures. Une place détenue par le diamant qui ne peut être rayée que par un autre diamant. Pour l'apatite, classée 5 sur l'échelle de Mohs, cela signifie que cette pierre peut être rayée par tous les autres minéraux de dureté supérieure à 5, mais qu'elle peut rayer tous ceux de dureté inférieure à 5. Et toi, en avais-tu entendu parler? voilà. Et est-ce que tu en avais... Oui, tu as entendu parler de ça. Et c'était dimanche dernier. Oui, et si tu es ingénieur, si tu travailles en horlogerie, comme je l'ai été, tu as forcément étudié les matériaux, la dureté des matériaux. Donc, qu'est-ce que c'est la dureté des matériaux? C'est tout simplement une échelle qui nous permet de concevoir, de savoir qui irait quoi, la dureté de la chose, la fragilité de la chose. Et cette échelle-là nous indique que, par exemple, sur les montres, le saphir ne peut être rayé que par un diamant ou par un saphir lui-même. Mais voilà, dureté 9, sur l'échelle de mots, voilà, ça signifie allez, que c'est vraiment, vraiment très dur à rayer. Donc, le granit, le granit, quelle est la dureté du granit? On va regarder la dureté du granit tous ensemble. On va regarder la dureté du granit, les amis. Alors, la dureté du granit est entre 6 et 16 sur l'échelle de Mohs. Ok, on est d'accord? Ok. Voilà.
Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Euh, on regarde à nouveau tout ça. Alors, pendant qu'on va regarder tout ça, qu'est-ce que vous allez me raconter? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine, les amis? Est-ce que la dernière fois, vous avez des questions concernant, bah oui, concernant Toutankhamon, ce qu'on a vu la dernière fois? Je veux entendre des commentaires. Je veux que vous participiez à ce podcast. Donc, l'échelle de mots. Donc, qu'est-ce qui est incroyable? Qu'est-ce qui est incroyable, les amis? C'est que le granit a besoin d'une dureté supérieure pour être taillé. Vous avez compris un peu le cheminement? Donc, si vous avez bien compris, gardez ça en tête. Il nous faut plus que l'échelle 7, voire l'échelle 7 pour pouvoir euh, tailler du granit, etc., etc. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on trouve des statues immenses en Égypte, comme vous l'avez vu, qui ont été extraits, qui sont maintenant exposés au nouveau musée du Caire qu'on a vu la dernière fois, un peu partout en Égypte. Ils sont connus pour avoir des statues vraiment monumentales et ça, c'est incroyable. Donc aussi, nous voulons aussi parler des pyramides. Ont-ils été taillés? Ont-ils été moulés? Est-ce que c'est du béton? Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que ce sont les extraterrestres qui ont venu donner euh, des indications et une technologie aux hommes de la Terre? Je sais pas, ils ont dû arrêter, je sais pas, parce que là, on ne comprend toujours pas comment ils ont fait. Donc, on va exploiter tout ça, on va essayer de trouver ce qui est cohérent ou pas. Mais en tout cas, on va exposer tout cela. Je vais juste vous exposer les faits et ensuite, nous allons déduire ce que nous avons à déduire. Et nous restons sur vos commentaires scientifiques et on peut se permettre un peu de poétique de temps en temps. Alors, maintenant, les amis, nous allons commencer avec le papyrus de Ring. Nous allons parler des mathématiques comme je vous ai promis. Donc maintenant, nous allons écouter un savant, Jean-Marc Bonnet, Bidot, qui est français, qui est un grand mathématicien. Vous pouvez aller chercher. Et il va nous exposer un papyrus qui est un peu stupéfait. Donc là, c'est juste un extrait de 7 minutes. C'est pas long. Il y a C'est un extrait, il y a une grande conférence et qui relate ce papyrus. Pourquoi? Ce papyrus des mathématiques a été conçu, rédigé par un scribe. Les scribes, ce sont les personnalités, des instituteurs, des grands prêtres, des prêtres qui maîtrisaient plusieurs disciplines en Égypte ancien et surtout l'écriture qui permettait de mettre sur papier ce support souple d'écriture, donc le papyrus, l'ancêtre du papier, euh, le savoir, la connaissance, et qui a été découvert, ou on l'appelle aussi papyrus de Moscou, et qui a été découvert dans les années 1800. Et effectivement, il est stupéfiant parce qu'il procède, comme nous allons le voir, avec une autre façon de calculer, un autre algorithme qui permet de faciliter les calculs et nous démontre qu'il y a plus de 3000 ans, les mecs maîtrisaient. Allez, on y va, séquence mathématique très tôt le dimanche matin, mais c'est digeste. On y va. Astronomique concernant l'Égypte ancienne. Nous avons un certain nombre de documents très précieux et très peu connus, notamment des documents mathématiques. Alors, je vais prendre un seul exemple, c'est ce document qu'on appelle le papyrus de Rhind, qui est découvert en 1857 à Thèbes. Et alors, on sait exactement de ce qu'il est et qui l'a écrit.
C'est un scribe qui s'appelle Hamès et qui nous explique, donc il l'a rédigé en moins 1650, à une année du roi Apophis, et il nous explique qu'il a fait une copie de quelque chose de plus ancien et qu'il expose là-dedans la méthode pour accéder à la connaissance de tout ce qui est existant et pour en montrer tous les secrets. Et ce document, voilà la forme qu'il a. Alors, vous voyez qu'il est extrêmement bien rangé. En fait, ce sont 84 problèmes de mathématiques, extrêmement bien. Alors, je coupe la vidéo, évidemment, parce que vous avez repéré, vous avez l'œil, vous êtes des détectives, vous avez quand même vu quelque chose d'intriguant tout de suite qui vous a tapé à l'œil. Ah, vous allez me le dire, vous me le dites en commentaire hein, avant qu'ils le disent. J'espère que vous allez me le dire. Hein. D'accord. Ensuite, vous allez chercher, si vous êtes malin, vous allez chercher la différence d'année qui sépare ce que vous voyez avec le prétendu nom qu'on vous a donné du créateur de ce que vous voyez. Allez, celui qui trouve ça, franchement, chapeau bas, je veux citer son nom tout de suite. Allez, top chrono. Rangé, chaque problème est séparé par une ligne, écrit l'énoncé, la démonstration, comment on peut résoudre le problème et l'application numérique. Vous avez l'impression d'avoir un manuel moderne d'explication des mathématiques. Je ferai faire une parenthèse parce que quand je suis tombé sur cette méthode expliquée dans ces papyrus égyptiens, qui datent, donc, je vous le rappelle, de plus de 3500 ans, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Alors, en 2 mots, je vais vous expliquer comment on faisait les multiplications. Un petit Égyptien d'il y a 3500 ans, comment on lui apprenait à faire la table de multiplication. Vous prenez la multiplication 57 par 39. Alors, comment vous faites? Vous regardez 39. Vous dites, voilà, je fais des multiplications que par 2. Je fais 1, je fais 2, je fais 4, je fais 8, je fais 16, je fais 32. Là, je m'arrête, parce que si je fais 64, je dépasse 39. Alors ensuite, je prends le multiplicand. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais... Alors, je fais 57, donc je multiplie par 2, 114, je remultiplie par 2, 228, ça se fait peut-être très facilement, la table de 2, 456, 912, 1824. De la table de 2. Et puis ensuite, je me dis, mais dans 39, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je prends déjà 32, ça je peux le prendre. Après, est-ce que je peux prendre 16? Non, ça me ferait 48, j'aurais dépassé 39. Est-ce que je peux prendre 8? Non, il faut que je prenne 4. Ça fait déjà 36. Ensuite, pour faire 39, je rajoute 2 et je rajoute 1. Et quand je fais ça, et le scribe égyptien le marque sur son manuscrit, il fait des petites tics comme ça. Il marque, j'ai utilisé 32, j'ai utilisé 4, j'ai utilisé 2, j'ai utilisé 1. Qu'est-ce que je fais maintenant pour le résultat? Je fais la somme. La somme. 2223. 2223. Table de 2 uniquement. Pas de table de 9, pas de table de 3, pas de table de 7, pas de table de 5. Une multiplication, n'importe quelle multiplication, vous la faites comme ça. Je me dis que c'est ce qu'il faudrait enseigner aux enfants au départ. Alors, vous avez entendu comme moi. Les amis, vous avez entendu comme moi, s'il vous plaît. Vous avez entendu comme moi. C'est du n'importe quoi. Moi, je dis que là, nous rentrons... ça, c'est extraterrestre. Moi, les gens me parlent d'extraterrestre. Ça, c'est extraterrestre. C'est le génie humain. C'est du sapiens, sapiens, sapiens. Franchement, les gars... il y a 3000 ans, voire 4000 ans, les mecs ont élaboré un algorithme qui te permet de faire des multiplications qu'avec la table de 2. N'importe quelle multiplication. Incroyable. Et le mec, le mathématicien, pour respect pour lui, est obligé de dire que normalement, on devra tous apprendre ça dès le début à l'école. Mais tous les enfants devraient apprendre ça. Moi, j'ai découvert ça, j'avais 24 ans. Ça date, hein, ça. Hein. Je crois que j'avais 24 ans quand j'ai découvert ça. Mais je suis tombé des nues. Je suis tombé de ma chaise, comme on dit. C'est n'importe quoi. Et là, franchement, les amis, on rentre dans du dur. Je suis obligé de vous montrer ça pour vous montrer que quand je vous dis que les Égyptiens procèdent par la science, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est factuel. Les Égyptiens, ils ont tout fait que par la science. Alors, tous les termes j'arrive même pas à le dire, les amis. Vous avez compris. De colons mal intentionnés qui te dit que c'est du magico-religieux, c'est pour dénigrer. Il n'y a rien de magico-religieux là. C'est un papyrus net propre d'un savoir plurimillénaire.
Et ce qu'on ne vous dit pas, que je ne vous ai pas donné, puisque j'ai découpé quand même, sur le détail, le titre de cet annal, de ce papyrus, c'est comment calculer toute chose, la solution pour calculer toute chose dans l'univers. C'est ça le titre du papyrus. Donc, moi, je trouvais ça arrogant quand même d'écrire ça comme titre. Mais après, on va comprendre pourquoi il dit ça. Et en plus, c'est un extrait. Donc, ce papyrus-là est extrêmement important, qui montre quelque chose de magique. Et regardez bien ce qu'ils ont écrit en bas, la magie des nombres. Parce qu'ils sont tellement subjugués par ce qu'ils voient, on est obligé d'utiliser un terme qui n'est pas scientifique pour expliquer qu'ils ont découvert quelque chose d'extrêmement scientifique, qui sont supérieurs à nous, la magie des nombres, décomposition en puissance de 2, entre parenthèses, binaire. Pour ceux qui n'ont pas compris, binaire. Merci. Je ne vais pas plus loin. Je vais vous laisser me dire ce que vous avez compris. S'il vous plaît, répondez-moi. Je veux que ça soit interactif. Je veux répondre à vos questions aussi. Les amis, on continue. Attention. Regardez. Donc, que Écoutez. la table de 2 à savoir et l'addition à faire. Ils font toutes les multiplications. Donc, si vous voulez, quand on tombe là-dessus, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus quand même un petit peu? Et donc, évidemment, il y a là-dessous une réflexion très, très astucieuse, qui est qu'effectivement, la magie des nombres, c'est qu'on peut décomposer tout nombre en une série de puissance de 2. Et ça, c'est sous-jacent à cette opération-là que nous explique le script, sans nous dire avant tout ce qu'il y avait comme réflexion. Et alors, je ne vais pas m'appesantir, mais on fait la division exactement pareil. Exactement pareil. Donc, Les amis, je remets ce qu'il vient de dire parce que c'est hyper important ce qu'il vient de dire. C'est un mathématicien. Écoutez bien ce qu'il vient de dire. C'est super important. C'est le détail du détail. Écoutez bien. Et ça, c'est sous-jacent à cette opération-là que nous explique le Écoutez script, bien. sous une réflexion très, très astucieuse, qui est qu'effectivement, la magie des nombres, c'est qu'on peut décomposer tout nombre en une série de puissance de 2. On peut décomposer tout nombre en une série de puissance de 2. Ils l'ont su il y a plus de 3000 ans. Alors, qu'on veuille nous dire que oui, les extraterrestres sont venus, ça ne peut pas être eux qui ont fait ça, fabriqué ça, écrit ça. C'est dur, hein, parce que Hamès, lorsqu'il a écrit son papyrus, il n'a pas écrit je l'ai reçu des hommes venus d'ailleurs ou d'une divinité extraterrestre. Et il a quand même dit, et c'est écrit sur le papyrus, il ne l'a pas dit là, mais il le dit plus loin parce que je connais le document, j'ai déjà vu. C'est écrit qu'il a recopié des papyrus, il a fait une compilation des papyrus plus anciens que lui-même, très anciens. Donc on présuppose que là c'était carrément peut-être pour un élève pour passer le bac à leur époque. Moi, c'est moi qui présuppose ça parce que là, je n'y reviens pas. Là, moi, je vous dis que moi, je suis tombé de ma chaise il y a plus de 15 ans. Hein. Moi, j'y arrive pas, moi non plus. Hein. Tonio, Liden, 974, je suis comme toi. Hein. Moi, je suis toujours étonné. Hein. Moi, je vous balance ça, là, comme ça, sans vinaigrette, sans sel. C'est exprès. Hein. C'est de la même manière que j'étais choqué. Je veux vous choquer aussi parce que c'est en choquant les gens que vous allez comprendre que là, on tourne vraiment, on tourne sur un disque rayé depuis de nombreuses années, alors qu'il y a des choses incroyables et on ne nous dévoile pas la chose. Il faut être un grand mathématicien ou t'intéresser à ça pour être dans la conférence du monsieur, là. Mais jamais t'entends ça. Jamais. Et c'est pourtant Napoléon qui a... à l'ère de Napoléon, nous avons découvert, il y a plus de 220 ans, on a déchiffré les hiéroglyphes, soi-disant, hein, par la France, hein, par le génie français.
Et on nous donne rien à l'école, même pas un petit peu, quoi. On nous donne des trucs à demi, on nous parle de personnages fictifs. On ne sait pas s'ils ont vraiment existé. Alors que là, il y a le nom du gars, il y a la date écrite sur le papyrus, il y a la solution du problème. C'est quand même incroyable. C'est Allez, on continue. On continue parce que là, vous allez tomber des nues. Parce que le mec, il est debout, mais il est presque assis. Hein. Il est déjà assis. Hein. Et ça, c'est sous-jacent à cette opération-là que nous explique le script sans nous dire avant tout ce qu'il y avait comme réflexion. Et alors, je ne vais pas m'appesantir, mais on fait la division exactement pareil. Exactement pareil. Vous faites toutes les divisions. Alors là, vous avez 2223, vous partez de 57, vous le multipliez par 2. À 1824, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous cochez ce qu'il vous faut faire pour faire 2223. Ça, plus ça, vous ne pouvez pas, enfin exactement. Et vous recochez ce que vous avez et vous additionnez, vous avez 39. Toutes les multiplications, toutes les divisions, vous pouvez les faire avec la table de 2 et en sachant additionner. Voilà, donc si vous voulez... Apprenez à vos enfants à faire la table de 2 et savoir additionner. Terminé. Et vous avez ça comme solution, l'enfant calcule tout. Nos enfants pourront tout calculer avec une technique, un algorithme mathématique qui date de moins 3000 ans. Non, il faut... Ça a 3000 ans, les amis. Ça a plus de 3000 ans. Et on l'a découvert et ils font comme si... Le gars, il est étonné, il est vieux, le gars. Il a dit qu'il a découvert ça, il a été subjugué. Regardez sa tête. Le mec, il l'a étudié, mais quand il le présente, il est en train de trembler toujours. C'est quand même incroyable. Non, les amis, répondez-moi. Je veux entendre. Je veux savoir ce que vous en pensez de ça. Moi, c'est incroyable. On continue, on regarde encore, on écoute encore ce qu'il raconte. Parce que le papyrus, il est long. Hein. Quand je suis tombé là-dessus, je ne voulais pas le croire vraiment. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissaient, mais c'est écrit dans ces manuscrits dont on parle relativement peu, qui sont quand même extravagants de précision et de contenu. Extravagant de précision. L'organisation rigoureuse, c'est évident dans le papyrus de Rhind. Il y a 84 problèmes. Premièrement, une table de décomposition en fractions. Alors là, personne n'a vraiment compris. Décompose tous les nombres de 3 à 101 en fractions unitaires. 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5. Le mec, il a quand même dit, personne n'a vraiment compris. Le truc vient de 3000 ans. Le mec, il est grand mathématicien. Le mec, il te dit, mais personne n'a vraiment compris leur truc là. Comment ils ont. Mais c'est quoi ce truc de fraction là Qu'est-ce que c'est? Non, les amis. De qui se moque-t-on? Là, personne n'a vraiment compris. Décompose tous les nombres de Rhind. Il y a 84 problèmes. Premièrement, une table de décomposition en fractions. Alors là, personne n'a vraiment compris. Décompose tous les nombres de 3 à 101 en fractions unitaires. 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 101. Et ils ont toujours, vous avez plusieurs solutions possibles, plus ou moins compliquées, plus ou moins un nombre de fractions différents. Et vous trouvez toujours dans le manuscrit de Rhind la plus économique des décompositions du nombre. Là aussi, on n'a pas les méthodes avec lesquelles ils font. Et ensuite, on a les aires et les volumes et des résolutions d'équations. Donc, on vous dit telle quantité. Enfin bon, je n'ai pas le temps vraiment de vous exposer ça. Je veux juste vous parler de ça. Écoutez. Problème 51 du manuscrit de Rhind. C'est la quadrature du cercle. On vous explique que le carré de la surface du cercle est approché par un carré. Alors ça, ce n'est pas une figure qui figure dans le manuscrit de Rhind, mais c'est une figure qu'on a reconstituée à partir des explications. Donc, on approxime un cercle de diamètre... Les gars, il y a des fois, si on ne voit pas le papyrus, on dit que le gars, peut-être il ment, quoi. Moi, je me suis dit, allez, soyons fous, le mec, c'est un menteur. Franchement, peut-être il ment. En fait, c'est un artefact, un faux artefact, c'est un truc qui a été fait. Mais en fait, comme ils n'ont pas compris certains problèmes, parce qu'il y en a 84, hein, ils ont répertorié 84 problèmes, mais ils ont quand même fait une simulation pour comprendre la quadrature du cercle. Qu'on soit nul en maths, ça nous donne des urticaires, des eczéma et tout, mais on doit reconnaître quand même que les mathématiciens se tapent la tête
parce qu'il y a un manuscrit qui est quand même écrit, voilà la solution. Il ne donne pas le détail, comme il montre là, il ne donne pas le process de réflexion, mais il donne carrément la solution parce qu'en fait, c'est un manuel pour ça. C'est comme si on a le corrigé du problème. En fait, il a le corrigé. En fait, on a retrouvé la correction, le corrigé de l'anal du problème. Donc, on n'a pas tout le déroulé. Donc, ils sont obligés de faire des simulations, de vérifier, vous dire, ben, qu'est-ce qu'ils racontent, les gars c'est quand même un papyrus de 3000 ans, quand même. C'est inquiétant. C'est très inquiétant pour l'esprit humain. Donc, on continue, les amis. Écoutez, c'est très important. Le problème, là, lui, s'il vous l'a mis, il a sélectionné celui-ci, c'est parce que ça lui a cassé la tête. 9 par un carré de côté 8, On de recommence. diamètre 9, qui figure dans le manuscrit de Rhind, mais c'est une figure qu'on a reconstituée à partir des explications. Donc on approxime un cercle de diamètre 9 par un carré de côté 8. Ce qui correspond à faire un carré de 1 moins 1 neuvième, je passe sur les calculs, vous pourrez les retrouver par ailleurs. On tombe sur un rapport Mal de 64 tête, par les gars. 80. Si nous voulons le reconstituer par la façon dont nous faisons la calcul de l'aire du cercle, c'est-à-dire le pi des 2 sur 4, ça nous amène à une valeur de 3,1605. C'est-à-dire la valeur exacte de pi à 0,6% près. Il faut savoir qu'à ces époques, on est bien évidemment 1000 ans avant les Grecs, et bien effectivement, Mésopotamie, pi était encore la valeur de 3. Et pourtant, la Mésopotamie est une référence souvent mathématique. Alors, la surprise... Alors, là, je m'inscris en faux. Il dit la Mésopotamie et c'est quand même l'évidence est devant lui, mais il dit quand même que c'est la Mésopotamie ils veulent absolument mettre la Mésopotamie number one. Il voit le contraire, mais il dit quand même c'est la Mésopotamie. Ouais, mais on sait que la Mésopotamie, c'est Iran-Irak, hein, les gars. Mésopotamie, c'est Bagdad, c'est ça. C'est les Sumériens. Voilà. Donc, ils veulent absolument mettre les Sumériens au premier degré. Vous allez regarder, vous pouvez taper ChatGPT, vous pouvez taper ce que vous voulez, n'importe quel IA. Ils vont répéter exactement ce qui est écrit partout. Mais si vous posez des questions au fur et à mesure de la précision, ils viennent à l'Égypte tous. Tout le monde retombe à l'Égypte. Parce que c'est plus précis. Tout simplement. C'est plus précis. Le mec, ils sont à 3, ouais, pi c'est 3, chez les Sumériens, les Mésopotamiens, si vous voulez, la civilisation sumérienne. Mais les Égyptiens, bon, ils sont virgule près, hein, ils sont c'est au 6 près, quoi. Voilà, ils sont à 3,14, quoi. Voilà. Donc, tu peux pas leur enlever ça, quoi. Tu peux pas leur enlever qu'ils ont découvert pi en résolution d'un problème. C'est la résolution d'un problème. Donc, je m'inscris en faux. Ce qu'il vient de dire, c'est pas juste. C'est juste un réflexe. C'est un réflexe. C'est un déni. Voilà, je voulais pas rentrer dans ça, mais c'est un déni quand même. On le voit, lui-même le voit. Il est stupéfait parce que tu crois à autre chose. Ben, nous, on n'est pas dans la croyance. On est dans la science ou on est dans la science? On est dans la science, c'est pas dans la croyance. La science, tu vois que le gars a résolu le problème. Donc, tu peux pas dire, mais les autres, non, les autres ne l'ont pas fait. C'est plus précis, lui. Donc, forcément, il est en avance. Donc, il n'est même pas en avance. Il est à l'heure. C'est les autres qui ne le sont pas. C'est tout. On continue, les amis, on continue. Et C'est ensuite, assez on va passer à amusant. autre chose. J'ai piqué ça, notamment la figure sur la page Wikipédia, donc vous pourrez la consulter. Ouais, Et qu'est-ce que je lis la page Wikipédia en français? Alors, Wikipédia, ce n'est pas une référence, hein, vous le savez, effectivement. On essaye que ça soit une bonne encyclopédie, mais enfin, tout le monde y écrit, alors tout le Ça monde va y met être ses remplacé, opinions. Alors, bientôt. voilà le commentaire qu'il y a dans Wikipédia. Pas Après ce calcul-là, qui montre effectivement on a pi à 0,6% près, eh bien, on nous met cette approximation par la quadrature du cercle, permis donc aux Égyptiens de se passer de la constante de pi. On se demande bien pourquoi, puisqu'ils l'ont. Pourquoi? Constante qu'ils connurent seulement à la basse époque. Alors, ils font référence au contact de la Mésopotamie avec l'Égypte bien plus tard. Et alors, ils sont quand même obligés de dire, et offrant des résultats moins justes qu'au problème de papyrus de Rhind. Enfin, si vous voulez,
quel est le sens de cette annotation, si vous voulez? Voilà. Elle est, à mon avis, assez péjorative. C'est-à-dire qu'on Voilà. on veut nous dire que ce n'était pas le bon résultat. Mais si, c'est le bon résultat. C'est le Pendant bon 1000 ans, résultat. c'était au moins le meilleur résultat. Il a fallu Archimède pour ensuite encadrer, non pas nous donner la valeur de pi, mais encadrer pi avec une précision supplémentaire. Alors, tout est à volo dans le papyrus. Effectivement, vous trouvez le... Donc, quand les gens disent qu'ils ne connaissaient pas pi, vous leur balancez ça. Voilà, je voulais juste montrer ça. En fait, c'était pour ça. Tout ça pour ça. Ce n'est pas pour casser votre tête un dimanche matin à vous montrer la mathématique, la solution. Mais vous avez eu quand même deux nouvelles, deux nouveautés, puisque je vois les gens se battre sur Internet à raconter plein de trucs, alors qu'il y a des faits, il y a des preuves matérielles. Ils maîtrisaient pas pi. Ben, bien sûr qu'ils l'ont découvert pi. C'est écrit. Ils ont une résolution d'un problème, de la quadrature du cercle. Ils ont pi. Ils l'ont pas. Bien sûr, ils l'ont. Bien sûr qu'ils l'ont. Et c'est ça, c'est pour ça que je ne rentre pas dans des débats inutiles avec des gens. C'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a une preuve matérielle et les mecs, ils arrivent à écrire sur Wikipédia cette approximation. Mais elle est plus précise que tout ce qu'on avait avant. 1000 ans avant, donc 1000 ans après, c'est plus précis de 1000 ans après. Donc c'est eux qui ont la précision 1000 ans avant. Non, mais voilà pourquoi, parce que ça s'appelle un préjugé. On veut enlever un savoir d'une civilisation alors que les autres l'ont hérité. Mais ça, ils ne veulent pas se l'avouer. C'est un héritage qu'ils ont eu, rien d'autre. Parce que je n'ai pas vu les Mésopotamiens, ils en parlent, mais j'attends de voir des papyrus sociétés. Hein. Alors, vous avez vu quelque chose en bas ou pas? Vous avez vu? Donc, la solution de l'image qu'on a vue au début sur le papyrus, c'est le problème. Regardez en bas. Vous voyez ma petite souris ou pas? Là. Ça, théorème de Thalès. Triangle égyptien, 3, 4, 5 égale Pythagore. Bizarre. Je dirais même plus bizarre. Pour ceux qui ont la ref. OK? Ça, c'est un gros chapitre. Et je ne suis pas mathématicien. Je tâtonne. Mais regardez, la base, c'est quand même à se plier en quatre. Je suis d'accord avec toi, Raphaël Nadal, by Hippo, c'est à mourir de rire. Le truc est écrit avant la naissance, 1000 ans avant la naissance de Pythagore, les gars. C'est à 1800 ans avant Pythagore, environ. Mais ils vont l'appeler théorème de Pythagore. Alors que les Égyptiens, il a un nom, ce théorème, je vous le donne en mille, ça s'appelle le théorème d'Isis ou d'Isiaque. C'est ça son vrai nom. En fait, son nom d'origine, il n'y a pas plus ancien. Donc, on prend le plus ancien, on ne prend pas celui du grec. Le grec est après les Sumériens. C'est trop loin. Il y a presque 2000 ans qui les séparent. C'est horrible. C'est pas 2 siècles, hein, les gars. C'est 2000 ans. Donc, revenons à nos moutons. Revenons à l'essentiel, les amis. Les Égyptiens maîtrisaient. Ils maîtrisent, les mecs sont solides, ils ont une base solide. Comme dit Edgar Yves, hein, l'humoriste, ils n'ont pas manqué de vigilance, quoi. C'est plutôt nous. Nous avons manqué de vigilance. Nous manquons de vigilance, les amis. Il faut être vigilant. Triangle égyptien, 3, 4, 5, égale Pythagore, non. Théorème de Thalès, problème numéro 53 du papyrus de Ring, hein, les gars. Ou papyrus d'Amès, ou Yamessou. C'est ça le vrai nom, Yamessou. C'est comme ça qu'on prononce. Voilà. Ring, c'est l'endroit où il a été découpé, donné, et l'autre à Moscou, etc. Mais, recherchez ce papyrus-là, vous allez voir, vous pouvez trouver le PDF sur Internet. Les amis, vérifiez. Nato ne raconte pas des trucs. Vérifiez. Vous allez vérifier, c'est magique, c'est incroyable. Internet te donne tout. Tu vas, tu vérifies, tu regardes la source, terminé. Tu sais où c'est, tu peux aller vérifier toi-même si il est regardable ou pas, etc.
tu vas dans le musée, tu regardes. Ah, oh, le papyrus, il existe. Oh, bizarre. Tu vois la traduction. On n'est même pas obligé de connaître les hiéroglyphes. Tout a déjà été traduit, tout est fait. Les mathématiciens se sont penchés sur l'affaire et ça a donné ça. On continue et on finit avec cette petite partie qui était pour vous réveiller un peu. Hein? Ça vous a réveillé ou pas? En tout cas, ils étaient solides sous les appuis, les Égyptiens. Je suis d'accord avec toi. Solides. Les gars, posez-moi des questions. Je vois pas de questions. Vous êtes aussi ébahis que moi ou c'est quoi? Vous êtes comme le gars là? Ah ben oui. Hein. Le problème 53, c'est le Écoutez, théorème de Thalès. Thalès, il y a 1000 regardez. ans après. Le triangle égyptien, c'est le triangle 3, 4, 5, c'est-à-dire c'est Pythagore. Et ensuite, vous trouvez des choses absolument stupéfiantes. C'est des formules comme celle-ci. Alors là, on a changé de manuscrit. On a le manuscrit de Moscou, hein, le problème 14. On vous donne le résultat de le volume de la pyramide tronquée. C'est déjà pas n'importe quoi. La pyramide, déjà, c'est pas facile. Alors, la pyramide tronquée, j'ai mis la formule, pas pour faire joli, hein, c'est ce que vous dit le scribe. Il vous dit, donc il vous pose le problème, on a une hauteur de 6, un carré de 4, une hauteur en haut de 2. Vous prenez le tiers de la hauteur, vous multipliez par le carré de plus ça, il vous met tout, en toutes lettres ce que vous devez faire. Et c'est cette formule-là, c'est-à-dire la formule exacte. Il n'y a pas d'empirisme là, c'est une formule mathématique exacte. Et elle figure donc en toutes lettres, il suffit de la retranscrire au fur et à mesure des paroles que vous dites, le scribe, le petit Amès de... Les amis. Ah. Ouh, chaud, hein? Ça commence chaud, hein? Les amis, on a commencé dur là, hein? On est dans le vif du sujet ou pas? On continue ou pas? Moi, c'était juste pour vous montrer, pour les détracteurs, les gens qui doutent encore du côté scientifique de l'Égypte antique, le mathématicien, les scientifiques, te le disent, ils tombent des nues. Ils tombent des nues, tous, comme des mouches. C'est-à-dire que on a des, des références, mais non sourcées en fait. C'est pas sourcé. Les gens nous racontent n'importe quoi. Alors qu'il y a le papyrus, tu peux aller le voir, tu vois bien il y a 3000 ans, il y a déjà la résolution du problème. Et en fait, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, lire, recopier et regarder ce qu'ils ont trouvé, tout simplement. Pyramide, le volume de la pyramide tronquée, c'était le dernier truc là. Les amis, le volume d'une pyramide tronquée, je sais même pas ce que c'est. Et le gars non plus. C'est vous te dire la précision. Ils sont loin. Ils sont loin, très loin. Ça peut paraître banal comme ça, mais en fait, ils sont loin. Parce que ça date d'il y a. C'est l'une des plus grandes premières civilisations du monde. Donc, ils sont sapiens, sapiens, sapiens. On est à la préhistoire, limite. On est au néolithique en Europe. On vit dans les grottes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Champollion lui-même. Il dit tandis que nous vivions dans des grottes habillées de peau de bête, eux, ils étaient habillés en fin lin, ils construisaient des empires. C'est n'importe quoi. Donc, il y a un décalage, il y a un gap et qu'on n'arrive pas à se mettre dans la tête. Ce qui sépare Ramsès II de Cléopâtre, Cléopâtre est plus près d'Internet que nous. Mais ce qui sépare Cléopâtre de Ramsès II, 1600, 2000 ans environ. Presque 2000 ans. Donc, Ramsès II, c'est presque un mythe pour Cléopâtre. Est-ce même il a existé pour elle? Elle ne sait même pas s'il a existé. C'est un mythe. Le mec, elle ne sait même pas ce qu'il sait. C'est comme si on te parle des disciples du livre saint, là. Enfin, de la Bible. Ça date de 2000 ans, 3000 ans. Qu'est-ce qu'on en sait s'ils ont vraiment vécu? Donc, heureusement, pourquoi? Mais ils ont gravé dans la pierre, ils ont fait un disque dur, comme on dit, littéralement, pour pouvoir ensuite nous donner des disquettes en papyrus, quoi. Et on a les CD comme ça, on a du MP3, voilà, on a ça, et ce qui nous permet de comprendre comment
nous sommes arrivés à là et il permet de nous situer dans la science. Est-ce qu'on est au-dessus ou au-dessous de leur savoir? C'est bizarre de dire ça déjà, mais on a l'impression que, à part le micro que je tiens, pas si technologiquement, ils ont peut-être été dans une autre branche. Donc on va voir ça, s'ils ont été dans une autre branche, on va voir ça tout de suite. On va voir ça ensemble, s'ils ont été dans une autre branche. Allez, les amis, on va parler d'autre chose, puisqu'on reste dans la science. On va parler quand même de quelque chose de factuel. Et il y a un grand monsieur, je vais le laisser parler. Ça, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années. Hein. Bon, là, je vois la vidéo, elle a 5 ans, mais je vais vous la montrer. Il va parler du calendrier et vous allez apprendre des choses. Le calendrier. Comment ils ont élaboré le calendrier, pourquoi on a un calendrier comme ça, le calendrier dit grégorien, c'est le calendrier actuel qu'on a. Il y a le calendrier des peuples arabes, il y a le calendrier des peuples sémitiques, il y a plusieurs calendriers. Mais il y a un calendrier, tout le monde respecte, c'est le calendrier égyptien. Et vous allez voir pourquoi. Allez, vous allez découvrir encore des choses incroyables. Allez, go les amis. Voilà une des choses. Et une autre chose aussi qui est assez étonnante, c'est de voir que nos mois, on appelle le mois de septembre, d'octobre, novembre, décembre. Alors on pourrait penser que c'est le 7e mois, 8e mois, 9e mois. Ben non. Octobre, justement, c'est le 10e mois. C'est assez curieux. En fait, ça vient du calendrier romain, donc, qui, lui, est un héritier, justement, du calendrier égyptien. Et donc, Jules César a eu la bonne idée donc, d'aller à Alexandrie et de copier, finalement, Jules César a eu la bonne idée. J'adore sa modestie. Allez. Le calendrier égyptien. Il en a fait le calendrier julien, qui est un calendrier génial, vraiment génial. Alors, ça commençait au mois de mars, comme le calendrier romain d'avant. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est bien le 7e mois, octobre, le 8e mois, novembre, 9e mois, décembre, 10e mois, et le dernier mois, étant le mois de février, eh ben, c'est là où il ajoutait un jour tous les ans. Le premier mois devait avoir 31 jours, le deuxième mois 30, 31, 30, 31, etc. jusqu'au bout. Et à la fin, 30, et tous les 4 ans, 31. Parfait. Puis il meurt avant d'avoir vraiment tout réalisé son truc. Et du coup, et en plus de ça, ça fait un gros scandale, parce qu'il avait perdu quelques jours. Ça, les gens avaient perdu quelques jours de travail, etc. Donc ça allait pas. Mais quand même, on a trouvé que c'était finalement pas si mal. Alors on lui donne comme nom le calendrier julien, et on donne à Jules César donc le nom d'un mois, le mois de Quintilis, qui devient le mois Iulius, juillet, mois de Jules. Mais pendant une dizaine d'années, personne n'arrive à comprendre l'histoire des 4 ans, ils font ça tous les 3 ans, enfin n'importe quoi. Et puis finalement, ça ne va pas. Et c'est Auguste qui reprend le calendrier à son compte et qui dit, bon, bah, très bien, on va remettre ça bien, et à partir de là, ça sera intangible, et on va faire ça très très bien. Donc effectivement, c'est ce qu'il fait. Mais les marchands disent, ah oui, mais non, nous, on veut bien on veut pas commencer comme les militaires l'année avec Mars. Nous, les marchands, on commence avec Janus, avec le dieu Janus, c'est-à-dire celui qui regarde à la fois le passé et l'avenir. Et donc c'est le mois de... Le Gémeaux, quoi. Je regarde le passé, l'avenir, Janus. Allez. Les amis, vous avez compris quoi là? Vous avez compris qu'il y a un gars qui a une bonne idée. Là, il a une bonne idée, mais il ne dit pas pourquoi. Là, mais en fait, pourquoi il a une bonne idée? Parce qu'il y a un gros problème temporel. Ils ont des semaines de 10 jours, des choses comme ça. Ça ne marche pas, ils n'arrivent pas. En fait, on a l'impression qu'ils sont au balbutiement de la civilisation romaine, qu'ils ne savent pas compter. Et là, il s'est dit, tiens, il y a une civilisation, ça fonctionnait très bien. Hein. Allez, il a une très bonne idée. Hein. Je reprends les propos du monsieur. Hein.
Allez, on va quand même imiter le calendrier égyptien. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, il dit que c'est une très bonne idée qu'ils ont mis 31, 31, 30, 31, 30 et février, finalement, il y a 28 parce qu'ils retranchent à chaque fois des jours. Ça peut paraître banal ce qu'il dit là, mais en fait, il y a quelque chose qui est essentiel. C'est que là, il nous dit qu'ils ont repris ça, mais on ne sait pas comment a été élaboré un calendrier. Mais ce que je voulais vous montrer dedans, c'est qu'il explique pourquoi notre calendrier est comme ça. Donc, on finit d'écouter ça et tout de suite, on va regarder à quoi ressemblait le calendrier égyptien. On connaît notre calendrier. Mais je voulais que vous puissiez voir et entendre un spécialiste qui parle de l'inexactitude ou du cafouillage qu'ils ont fait avec le calendrier égyptien. On continue, les amis. Janvier, il faudrait bien que ce mois de janvier ait 31 jours. D'accord? Alors, on enlève un mois à février, on enlève un jour à février. Puis d'un seul coup, on dit, puisque c'est Auguste qui a pu rétablir ce magnifique calendrier, il a bien mérité d'avoir un nom de mois. Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est celui d'après juillet, quoi, d'après le mois de Jules, après qu'il y ait le mois d'Auguste. Auguste dit oui, en plus ça tombe bien, puisqu'il gagnait beaucoup de batailles justement pendant le mois d'août, enfin ça tombe très bien. Donc on donne Sextilis, qui devient Auguste. Et Augustus n'a que 30 jours. Alors là, Auguste n'est pas content, évidemment. Pas content. Jules César a un mois de 31 jours, et lui, il n'aurait qu'un mois de 30 jours. Donc il rajoute un jour. C'est pour ça que août a 31 jours. Et évidemment, on en enlève encore un autre à février. Et donc, effectivement, notre mois de février devient un mois de 28 jours, et voilà. Donc, les amis, on a un gars qui nous dit, alors je vous fais le résumé rapide, hein. Il nous dit que les gars ils ont un problème, hein. Ils ont un problème, donc ils vont aller chercher là où il y a une solution. Ils prennent la solution, ils trifouillent ça avec de l'orgueil, de l'ego et tout. Non, mais... Moi, j'ai cru que c'était des blagues, tout ça. Mais effectivement, septembre, vous voyez bien que c'est pas le 9e mois. C'est pas le 7e mois. Septembre, ça veut dire 7, les gars. Octobre, c'est 8. Novembre, c'est novembre. C'est 9. Et 10. Décembre, c'est 10. Et nous, on a ça, calendrier chrétien et tout. On est content, on est fiers, on est content de nous, quoi. Incroyable. Alors qu'il y a un calendrier qui a été fait avec une science, un calcul mathématique. Et les mecs, ils ont fait de l'ego, quoi. Et de grève des marchands. Je comprends pas pourquoi. L'année commence à mars. Non. On est vraiment sur du bidouillage de science, quoi. Et là, je veux vous montrer la science. Alors, on y va ou pas? On va vous montrer la science. Parce qu'ils ne comprennent pas les années bissextiles. Là. Chaque 4 ans, il faut rajouter. Ils ne comprennent pas ce truc-là. Même nous, jusqu'à maintenant, on ne sait même pas pourquoi on fait ça. Mais quand vous allez voir ce que les Égyptiens font, et c'était quoi le calendrier, vous allez trouver ça stupéfiant et très logique. Et c'est pour ça qu'en fait, le meilleur calendrier, jusqu'à maintenant, vous pouvez taper sur n'importe quel Wikipédia IA, c'est le calendrier égyptien. Pourquoi on ne l'utilise pas? Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont de l'orgueil mal placé. Ils ne veulent pas faire des maths, ils ne veulent pas faire de la science, ils veulent faire que de l'approximation. Les gars, top chrono. Là, rien d'étonnant. Au tout début de l'invention de ces calendriers, les mois étaient simplement appelés Aket 1, Aket 2, Peret 1. Puis pendant la basse époque, ils ont été remplacés par des noms bien spécifiques. Thoth, Paofi, Atir, Shoyak, Tibi, Méchir, Famenot, Farmouti, Pachon, Peini, Épiphi et Mésori. Chaque mois contenait 30 jours. Et là, elle nous a déballé tout ça et on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est fou, hein, ça. C'est fou de faire ça. Bon, bref, les amis, en tout cas, ça commençait par mars et ça s'est terminé par février. Mais ce qui est important, c'est ça, ce que vous voyez là. Un mois égale 30 jours, point barre. On est d'accord ou on n'est pas d'accord?
Non, mais ils ont résolu le problème. Jesus. Jesus. Regarde bien. On donne la solution. Regarde. Regarde ce que les Égyptiens ont fait. Mais ils l'ont fait par rapport à quelque chose qui existe. C'est pas comme ça. Allez, Ramsès, on t'aime pas trop, donc on enlève un jour, on ajoute. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est mathématique, c'est astronomique. Allez, on y va. Et On y non va, les pas amis. 31-30 Écoutez ça. ou 29-28 comme nous pendant les années bissextiles. Chaque Non. semaine était constituée de 10 jours, nommés Allez. décades ou décans. Il n'y avait pas de jours avec des noms type mais il disait plutôt le 9e jour de Tibi. Une autre petite particularité de ce calendrier, c'est qu'il ne commençait pas avec l'an 0, comme nous, où chaque année se succède dans un ordre infini, mais débutait à chaque nouveau règne d'un pharaon à son intronisation, vu qu'ils étaient considérés comme des dieux sur terre. Mais il y a un petit souci. Si on compte la totalité des jours, cela ne fait que 360. Ouais, c'est Eh pas faux. oui. Donc Ouais, pour faire c'est une pas année faux. complète, ils ont ajouté les jours épagomènes. Les jours épagomènes sont des jours additionnels qui ne font partie d'aucun mois et qui arrivent à la fin de l'année, juste Exact. après le mois de Shemu. Vous suivez toujours ? Ils sont considérés comme des jours d'anniversaire dédiés aux divinités, selon la légende de Geb et Nout. Voici leurs histoires. Nout, déesse du Vous vous ciel, rappelez et Geb de la terre, étaient, de si Geb. on peut dire, les Cersei et Jaime Lannister des temps anciens. Et ça se J'adore. fricotait dans les oasis, et n'oublions pas un petit coup dans les pyramides. Mais leur père eut vent de cette rumeur d'inceste et décida de les séparer une fois pour toutes, pour ne pas se retrouver avec une saleté de gamin nommé Geoffrey. Ça, c'est pour l'humour, les Je amis. m'égare un petit peu. Donc, il jeta un sortilège d'infertilité sur la déesse Nout, pour l'empêcher d'avoir des enfants. Devant la tristesse de son ami, le dieu du temps Thoth mit au point un subterfuge. Il alla jouer au dé avec la lune afin de gagner des jours supplémentaires. Devant sa succession de victoires, la lune lui offrit son présent et la déesse Nout put engendrer ses 5 enfants, qui donnèrent le 14 juillet Osiris, le 15 juillet Horus, le 16 juillet Seth, le 17 juillet Isis et le 18 juillet Nephthys. Ce Voilà. qu'on se demande, c'est comment s'écrivait une date. En fait, c'est assez simple. On prend Je coupe un petit peu. Donc, il nous donne, vous vous rappelez de dimanche dernier, j'avais expliqué que ce sont les 4 phénomènes, vraiment des phénomènes qui ont été créés et qui font partie des Énéades, c'est-à-dire de l'origine de la création. Donc, c'est Osiris, Isis, Nephthys, Seth, et l'air et l'eau qui ont permis que toute chose existe dans l'univers, en tout cas sur Terre. Et c'est ce qu'ils fêtent au début d'année ou en fin d'année. En fait, ils fêtent ça en fin d'année et qui donnent les 5 jours supplémentaires. Et ces 5 jours, enfin, leur fils Horus. Et leurs 5 jours supplémentaires, en fait, c'est parce qu'ils ont calculé que ça fait effectivement 365 jours. Donc, ils ont vraiment une année, un calendrier de 365 jours. Chaque mois, c'est 30 jours. Chaque mois, c'est 30 jours. Il n'y a pas de 31, 30. Donc, les Romains, là, ils ont dit non, c'est pas... On a un problème, mais on prend celui qui est bon, mais on remodifie encore, on rajoute des problèmes. Alors, on continue, les amis, on continue. l'année du règne du pharaon, puis le numéro du mois de la saison et le jour. Et Voilà. ça donnerait quelque chose comme ça. En l'an 23, sous la majesté de l'Horus, roi de haute et de basse époque, Kenemimbra, premier mois de la saison des moissons, 15e jour, gratifié à vie pour l'éternité. Alors, elle le dit ironiquement, c'est grâce à ça qu'on est sûr de la temporalité de l'existence de ces gars-là. Ce ne sont pas des gens fictifs, comme certaines histoires qu'on nous raconte. On est sûr de leur existence et on a au moins, on a quelque chose d'extraordinaire, c'est que on a une pléiade de tous les noms et et des descendants de qui était sur le trône, qui ne l'était pas, le nom de tout le monde. Les amis, on peut remonter et c'est pour ça que c'est l'une des seules civilisations, et je vais être un peu arrogant,
c'est quand même le seul peuple où dans les terres africaines, ou Taméri, ou Kémet, comme vous le voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, il l'appelait comme ça, Kémet, Taméri, Tamari, euh, où on trouve le cercueil ou le sarcophage de roi avec sa date de naissance, son époque, comme il vient de le dire, la précision de la date de sa naissance et de sa mort, sur le règne de Ethel, et on retrouve aussi leur corps. Et ils ont 4000 ans, 5000 ans, quoi. Ça n'existe nulle part ailleurs. Je vous invite à vérifier, les amis. Ça n'existe nulle part ailleurs. On a vraiment des gens méticuleux. Vraiment des gens méticuleux. Je continue avec l'eau. Je rigole beaucoup avec ça, l'eau. Mais en réalité, c'est qu'on va en parler. Il y a le Nil. Nilotique. Ça vous dit quelque chose? On va en parler. C'est très, 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 très précieux. Comme dit notre philosophe Jean JCVD. Et on continue. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ce calendrier est exact par rapport au nôtre? Oh non! Bah non, Et on sait mais pourquoi. très légèrement, d'un quart de jour. Mais si vous cumulez ça sur des années et des années, on obtient un retard d'un jour entier tous les 4 ans. Ce qui fait sur une longue période que le début de la crue du Nil ne coïncidait plus avec le levier Héliac. Et oui, va planter du des soleil, lentilles en plein hiver, toi. Qu'est-ce que tu cherches là? J'ai perdu ma lentille. Et les petits malins, ils s'en sont aperçus de cette erreur. Et donc, oui, les le petits premier malins. jour du mois de l'année venait un peu au feeling. Mais cette coïncidence revenait tous les 1460 ans. Attends, un peu au feeling, mais les mecs... Alors, on récapitule. Donc, les jours bissextiles, chaque 4 ans, nous, on est trop malins, Grégoire, Julien, tout ça, ils ont fait en sorte que chaque février, chaque 4 ans, on rajoute un jour pour que ça puisse coïncider, qu'on a le bon jour, la bonne heure du premier jour de l'année du calendrier. Magnifique. Mais qui a calculé ça? Que chaque 1460 ans, qu'est-ce que les Égyptiens faisaient d'après vous? Au lieu de enlever, retirer chaque 4 ans, ils ont dit non les gars, on reste tel quel. Mais on sait que dans 1460 ans, ça nous fait une année entière en fait. On enlève une année. Comme ça, notre calendrier est immuable, on ne le change pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus malin, mais j'ai l'impression, moi, à mon humble avis, dites-moi, qu'est-ce qui est plus malin? D'embêter les gens avec un jour de moins, un jour de plus, parce qu'ils invitent la population à calculer, en fait. Non, on n'a pas de calcul. Si vous avez déjà fait le calcul, eh bien, vous savez que 1460 ans plus tard, eh bien, ça nous donnait une année entière. Et là, on peut le retrancher. Et il retranche une année. Parce que de toute manière, le nom d'une année correspond au règne de la personne. Donc, c'est pas un... Ça leur permet d'être régulier, en fait. D'être vraiment juste tout le temps. Donc, moi, je pense que le calendrier est beaucoup plus précis. Reprenons l'idée, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais écoutez bien, ils s'en sont les amis. aperçus de cette erreur. Et donc, le premier jour du mois de l'année venait un peu au feeling. Mais Quelle cette erreur? C'est pas une coïncidence erreur. revenait tous les 1460 ans. Cette période s'appelait la période Sotiaque, car elle a permis aux archéologues d'effectuer une datation fiable et d'établir une chronologie. Elle vient de dire que c'était au feeling, mais grâce à ça, on a pu avoir une datation fiable. Non, mais moi, je le disais à Gaël tout à l'heure, je le disais avant de commencer, les gens, ils veulent tellement nier l'évidence et se moquer de quelque chose qu'ils n'ont pas compris, mais nier l'évidence que ça rapporte une précision mathématique ou astronomique, ça, oui, mais quand même, oui. En fait, c'était au pif.
Mais en finalité, ça nous permet d'être exact sur la précision, la datation des choses. C'est bizarre d'être contradictoire comme ça. Et c'est tout le temps comme ça. Et vous allez le voir lorsque vous avez fait vos recherches et que vous avez déjà constaté, les amis. C'est que vous tapez, si vous n'avez pas une base solide et que vous n'écoutez pas les détails et l'arrogance des gens lorsqu'ils parlent, ils ne sont pas assez écoutants, ils sont focus sur eux, ils sont très eurocentristes ou je sais pas quoi, modernocentristes. Ah, tiens, j'invente un mot. Modernocentristes, ils pensent que la science vient du XXe siècle, rien n'a été mieux avant, c'est nous les boss parce qu'on a créé l'arme atomique. Non, non, là ils ont fait ça avec les étoiles. Hein. C'est avec le fameux, la stèle de Dendera, dont je vous parle, hein, pas la stèle, mais le plafond de Dendera, le plafonnier là, qu'on a vu, astronomique, ça te calcule ça. Donc maintenant les amis, maintenant qu'on a vu tout ça, on sait ce que c'est un calendrier, on sait que le calendrier était plus précis et qui permet aux archéologues d'avoir une précision vraiment incroyable sur l'ordre des choses, puisque c'est dit, c'est fait et ils le disent, c'est écrit, c'est comme ça qu'ils faisaient. D'ailleurs, on a pris, les Romains ont pris le calendrier égyptien pour pouvoir faire notre fameux calendrier. On l'appelle grégorien parce que Grégoire est venu derrière et il a finalisé le truc. Mais Grégoire s'est trompé sur certaines années. Allez, je vais vite. Vous allez le voir, vous pouvez vérifier, les amis. Et le roi Grégoire, il s'est trompé de quelques années, il s'exile, enfin voilà, tout le cafouillage. Donc, c'est pas précis. Donc, notre calendrier a une marge de retard de 6 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Mais vous allez vérifier, vous allez me le dire. Mais je sais, selon ma mémoire, si ma mémoire est juste, il y a un retard de 6 ans, il y a quelque chose comme ça, un décalage de 6 ans. Enfin, il s'est trompé de 4 à 6 ans. Et ça, notre calendrier n'est pas précis, donc les archéologues sont obligés de faire des corrections comme ça. C'est-à-dire l'an 0, c'est l'an moins 4. Ouais, je crois que c'est 4 ans. L'an 0 de JC, eh ben voilà. JC n'est pas né en l'an 0, quoi. Voilà. Il est né en l'an moins 4. Quelque chose comme ça. Donc, il y a un décalage à cause de Grégoire. Donc, le calendrier n'est pas juste et illogique, effectivement. Par même le nom te montre l'illogisme de la chose. Donc, ok, les amis. Donc, vous avez vu les calendriers. Mais pourquoi j'ai parlé des calendriers? Parce que c'est important que l'on puisse comprendre qu'il y a une science derrière ça et que c'est pas un truc au pif. Les mecs n'ont pas dit, oh, tiens, voilà, on va pas faire 7, on va faire 10. Non, ils ont fait quelque chose de carré. C'est parce qu'ils veulent obtenir ça, ils veulent que les saisons correspondent, les équinoxes correspondent, etc. Donc, on va passer aux fameux équinoxes. On va passer aux choses célestes, les amis. On continue dans le céleste, on continue, et après, vous allez comprendre pourquoi je vous parle du céleste, pour parler ensuite de ce qu'il y a sur Terre et pourquoi ils l'ont érigé de telle ou telle manière. On y va, hein? On va parler des équinoxes. Solstice, équinoxe, précision. Vous êtes d'accord ou pas? On va y aller, ça dure pas longtemps, les amis. Bref, c'est juste un truc récapitulatif scolaire, hein, rien d'autre. Et en Allez, chaud. particulier, nous allons voir ce qui se passe lors des transitions entre une saison et l'autre, c'est-à-dire lors des solstices et des équinoxes. Voilà. Pour finir, nous allons parler de la précession des équinoxes, ou plus précisément de la précision de l'axe de rotation de la Terre, ce qui nous sera utile lorsque, dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la théorie astronomique du climat. Mais commençons par une révision rapide. Comme ça, nous avons précédemment vu que la Terre tourne autour du Soleil en environ un an, ou plus précisément en 365,25 jours. Cette boucle, qu'on appelle orbite, est légèrement elliptique. Donc, la distance entre la Terre et le Soleil varie légèrement. En janvier, la Terre est plus proche du Soleil. On dit qu'elle se trouve au périhélie. En juillet, elle se trouve le plus loin. On dit qu'elle se trouve à l'aphélie. Voilà. Bon, on va pas commenter ça, hein. On va aller un peu plus vite. Hein. On va parler tout de suite des équinoxes et tout de suite des solstices. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Allez, on y va, les amis. On y va. Et 23,5 degrés sud.
Nous pouvons alors définir 4 points le long de l'orbite. Aux extrémités, les solstices correspondent aux points auxquels le Soleil est le plus au nord ou le plus au sud, et les deux hémisphères ont donc un maximum de différence. Entre ces deux points, les équinoxes qui correspondent aux moments pendant lesquels le Soleil se trouve directement au-dessus de l'équateur, et les deux hémisphères sont illuminés de la même façon. Mais regardons cela de plus près. Cette illustration correspond au solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, qui a lieu autour du 21 décembre. Comme on a dit, les rayons solaires sont perpendiculaires au tropique du Capricorne, c'est-à-dire à une latitude de 23,5 degrés sud. C'est donc à cette latitude qu'on a l'ensoleillement maximal. Au contraire, tous les points qui se trouvent dans le cercle polaire arctique sont constamment dans l'ombre. L'hémisphère nord a donc la journée la plus courte et l'hémisphère sud celle la plus longue. Voilà, ça nous concerne notre saison actuelle, etc. Et le 21 décembre, c'est le solstice, effectivement, là, il y a un renversement de quelque chose qu'on appelle la durée du jour et de la nuit. Donc, toute cette histoire de la durée du jour et de la nuit, et c'est ça la mythologie égyptienne, elle est issue de cette science-là qu'ils ont découvert, de l'observation. Ils ont remarqué à telle période, il y a plus d'ensoleillement, plus de jours, moins de nuit. Donc, ils vont appeler ça le combat, le fameux duel entre le chaos de la nuit et de l'ordre du jour. Voilà. Voilà, je vous fais le petit résumé, hein, les amis. Je suis obligé de faire, hein, parce qu'on va pas rester 10 000 ans à faire ça. Donc, on connaît les saisons, on connaît tout ça, mais qu'est-ce que c'est la précision des équinoxes? On va passer à une autre vidéo qui je trouve est un peu plus classe, un peu plus... moi, je trouve que c'est pas mal. Et pour moi, c'est la plus grande découverte que j'ai faite sur l'Égypte. Mis à part les pyramides, les amis. Franchement, je vais vous donner cette découverte et ça s'appelle la précision des équinoxes. Je veux que vous voyez par vous-même la qualité de la précision des équinoxes. OK? De la Terre au cours des millénaires. Les amis, écoutez, ça va durer exactement 8 minutes. Je vais vous laisser écouter, je vais couper de temps en temps comme d'habitude et vous allez voir, c'est extraordinaire. La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. Cette semaine, c'est l'équinoxe, le début du printemps. Nous ressentons notre périple autour du Soleil grâce aux saisons. Hiver, printemps, été, automne, de nouveau hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été. Alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. L'équinoxe, c'est le jour où le Soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Comme la Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord sera tourné vers le Soleil. Les rayons nous arriveront sous un angle plus direct, ce sera l'été, on aura chaud. Puis notre voyage continuera, le Soleil redescendra vers l'équateur, le croisera à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, cette fois pour retourner sous l'équateur, ce sera l'hiver. Voilà. Mais actuellement, le Soleil est sur l'équateur. Le printemps commence. Pas maintenant, mais pour la vidéo, oui. C'est à cette époque d'équinoxe que se produisent les grandes marées.
l'attraction de la Important, les Lune amis, écoutez. attire l'eau des océans. Si la Lune est en position de demi-lune, cette force d'attraction agit dans cette direction, tandis que l'attraction du Soleil agit dans une autre direction. Ces deux forces divergentes ne provoquent que de petites marées. Par contre, si la Lune est alignée avec le Soleil, leurs forces d'attraction s'additionnent, se conjuguent et provoquent des marées plus fortes. Le jour de l'équinoxe, le Soleil parfaitement vertical par rapport à l'équateur vient ajouter sa force d'attraction à la force centrifuge de la Terre. Et c'est comme cela que se produisent les grandes marées d'équinoxe. Donc là, on voit les grandes marées d'équinoxe. Les amis, on comprend un petit peu, on comprend les saisons un petit peu. Allez, mais là, on va rentrer encore vraiment dans le vif du sujet. Allez, on y va. Et après, on va en discuter. Posez-moi des questions. Il faut que vous puissiez comprendre ça pour faire la suite. Sinon, vous comprendrez jamais la science des Égyptiens. C'est très important. Si l'on regarde le Soleil au point équinoxe, le jour du printemps, il apparaît face à la constellation des Poissons. L'axe de la Terre au cours des millénaires décrit un cercle, change un peu d'inclinaison. L'équateur évidemment change également d'inclinaison, très lentement. Mais si l'équateur change d'inclinaison, le jour de l'équinoxe changera également, puisqu'il y a équinoxe quand le Soleil se trouve à la verticale de l'équateur. Depuis 3000 ans, le jour de l'équinoxe, le Soleil se trouvait devant la constellation des Poissons. Écoutez bien, Actuellement, les amis. il se trouve à la limite de cette constellation. Peu à peu, au cours des siècles à venir, le Soleil au jour de l'équinoxe ne sera plus en Poisson, mais en Verseau. Les amis, vous venez de comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Les équinoxes, qu'est-ce que c'est? La précession des équinoxes. C'est le zodiaque qui est représenté aux équinoxes derrière le soleil. Quand je vous dis que c'est très important pour ceux qui dorment, parce qu'ils pensent que, ouais, Nato rentre dans trop de détails, ça va nous mettre de la confusion. Les gars, eh ben, ce détail-là, comme nous sommes au 21e siècle, vous avez suffisamment, vous êtes sapiens sapiens, et comme nous avons tous été à l'école, nous avons quand même cette compréhension de comprendre quand même des images. C'est pour ça que les Égyptiens, ils ont beaucoup... L'écriture est en images. C'est plus facile pour le cerveau de voir les images. Ce que vous voyez là, c'est que pour savoir, nous sommes, et que vous entendez souvent, oui, on a l'ère du poisson, on appelle ça l'ère, E-R-E, l'ère. En fait, c'est qu'à l'équinoxe, lorsqu'on regarde le soleil regarde qui, quoi? En fait, le soleil regarde une constellation. Il se braque sur une constellation. Et cette constellation, elle était le poisson. Vous voyez le petit poisson christique là? Vous voyez sur les... En fait, c'est l'air. Les gens ont beau dire oui, ça représente le fameux JC. Mais en fait, ça représente l'ère dans laquelle l'histoire a été racontée. Nous étions dans l'ère du poisson. Et maintenant, suivez bien, nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est pour ça que les astrologues et les astronomes, c'est les deux pans d'une même pièce, c'est-à-dire que la science pure et dure qui s'appelle l'astronomie et l'astrologie, c'est la façon de raconter ésotériquement l'interprétation vibratoire ou énergétique de l'influence d'une constellation, d'une lumière, de quelque chose sur les étoiles et sur nous. L'influence d'une étoile sur nous. Mais les amis, nous sommes à l'ère du Verseau. On est à l'ère du Poisson et
l'interprétation de tout cela est donnée par toute la version un peu ésotérique des choses. Mais les Égyptiens, ils avaient fait tout un listing de ça. La civilisation chinoise a fait tout un listing sur ça. À part de ça. Et les astrologues, ils cherchent des interprétations sur l'influence du poisson, de l'ère du poisson, et maintenant l'influence de l'ère du Verseau sur notre planète. Et en astronomie, c'est ce que vous voyez, pur, c'est que nous sommes dans l'ère du Verseau. Nous sommes déjà entrés. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous allez comprendre donc combien de temps qu'il faut pour passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Et ça, vous allez le voir. Et je vous dis que si vous n'avez pas compris ça, si vous ne comprenez pas ça, vous comprendrez rien à la science des Égyptiens. Car c'est cette science-là, c'est cette découverte-là qui leur a permis de façonner même l'écriture. Et toute l'interprétation qu'on a appelée magico-religieux, c'est pas ça, c'est de la science. Ils ont regardé durant des millénaires, analysé, répété, revu, puisque c'est un cycle, pour le temps est cyclique. Donc, ils ont vu, ok, si ça, le soleil, quand il est comme ça, quand on est à telle lune, ça fait ça fait ci, c'est de l'observation. Et c'est de cette observation-là qu'a débouché plusieurs sciences. Voilà, des sciences naturelles et des sciences dures, etc. Voilà. Les gars, on continue. Les amis, nous continuons parce qu'on passe dans la phase science pure et très intéressante. Allez, on y va. Voilà pourquoi on entend parler d'un début de l'ère du Verseau. Les astronomes appellent ça la précession des équinoxes, le glissement très lent du Soleil des Poissons vers le Verseau. Quand nous parlons des Poissons et du Verseau, ce sont les constellations, les groupes d'étoiles, pas les signes astrologiques. Les astrologues n'ont pas réajusté leurs signes à ce glissement de l'équinoxe. Au cours des millénaires, les signes astrologiques se sont décalés par rapport aux étoiles. Tous les 2 ans environ, la Terre dépasse Mars, la planète rouge, qui circule sur l'orbite voisine extérieure. La Terre sur l'orbite intérieure, plus rapide que Mars, le double tous les 2 ans. Pendant cette manœuvre de dépassement, la Terre glisse peu à peu entre Soleil et Mars. Soleil, Terre et Mars sont alignés. Tous les 2 ans, Mars est donc en opposition avec le Soleil. Ça veut dire que vu de la Terre, au moment où le Soleil se couche à l'ouest, Mars se lève à l'est. Vers minuit, on peut trouver Mars un peu plus jaune que les étoiles en regardant plein sud. Quand la Terre rejoint l'axe Mars-Soleil, Mars est en face du Soleil. À midi, le Soleil est plein sud. Et à minuit, c'est Mars qui est plein sud. Mars est la seule planète où des astronautes pourraient marcher dans un proche avenir. Des sondes s'y sont posées en 1976 et en 1997 pour prélever des échantillons et les analyser. Actuellement, d'autres sondes sont en route vers Mars. Chaque mois, la Lune s'aligne avec Mars. Quand cette conjonction est visible le soir, c'est facile de repérer Mars, juste à côté de la Lune. Vous avez vu? Juste à côté de la Lune. Cette conjonction est visible le soir, c'est facile de repérer Mars, juste quand cette conjonction est visible le soir, c'est facile de repérer Mars, juste à côté de la Lune. Pendant que nous voyageons autour du Soleil, nous oublions que la Terre traîne avec elle une énorme colonne d'ombre de 12 000 km de large. Pourtant, nous devrions y penser, car chaque soir, quand le Soleil se couche, nous entrons dans cette ombre pour y passer la nuit. Alors, pour les platistes, pendant une éclipse lunaire, qui se produit toujours à la pleine lune, nous pouvons enfin voir l'ombre de la Terre. Elle se projette sur la Lune et l'obscurcit. Les éclipses lunaires, totales ou partielles, se produisent 2 semaines avant ou après une éclipse solaire. Là,
il parle des éclipses, mais on revient sur la précision des équinoxes. La précision des équinoxes, les amis. C'est ça qui nous est. C'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce que c'est que ça, cette précision des équinoxes? Et les amis, est-ce que voulez-vous voir que vous êtes que la rotation? vous en dit plus. Comment ça se passe? Parce que là, on l'a vu d'une manière plate. Et ensuite, la précision des équinoxes, vous avez vu, c'est toujours la Terre. On tourne autour du Soleil, en fait. Et ça, les Égyptiens l'ont remarqué. On tourne autour du Soleil. Ils ont remarqué l'inclinaison de la Terre. Ils ont remarqué l'indication aux équinoxes. Quelle constellation est indiquée aux équinoxes? Donc, cette indication, elle est vraiment au lever du Soleil. Et au lever du Soleil, avant le lever du Soleil, il y a ce qu'on appelle l'aurore. C'est-à-dire qu'il y a, à l'aurore, il y a la lumière du Soleil qui se trouve sur le plateau de Gizeh. Essayez de me suivre. Imaginez, vous êtes sur le plateau de Gizeh, vous êtes en face, et vous regardez le lever du Soleil. Lorsque vous regardez le lever du Soleil, vous voyez l'aurore. Mais avant que le disque solaire, avant que Ra ne monte, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une constellation qui apparaît avant, qui sert de couronne, qui est au-dessus de la tête du Soleil. Et cette constellation-là, c'était le Poisson. Pendant environ 2000 ans, c'était le Poisson. Et en réalité, ça change chaque 2000 ans. Donc, on a une précision des équinoxes chaque 2000 et quelques ans. Chaque 2000 et quelques ans, il y a ce qu'on appelle la précision des équinoxes, le changement d'air. On passe d'un zodiaque à un autre chaque 2000 et quelques ans. Et chaque 2200 ans environ, on fait le tour des 12 constellations. Mais à rebours, dans l'autre sens. Au lieu de commencer par Bélier, on commence par Poisson. Et les Égyptiens représentaient la couronne, c'est-à-dire la tête du Soleil, ce qui avait à la tête du Soleil comme la constellation. Donc, à l'époque où vous voyez la représentation divine de Ré était représentée par cette constellation qui se retrouvait au-dessus de la tête du Soleil, au lever, à l'équinoxe. Donc, à l'équinoxe, il représentait pendant plus de 2000 ans la tête du dieu Ra par l'animal zodiacal qu'ils avaient prédéterminé. Et souvent, vous avez remarqué qu'à chaque fois, il a une tête différente. Et soit il a une tête de bélier, une tête de taureau, et etc. Vous êtes en train de comprendre ou pas? Donc, la tête anthropomorphique qu'on voit du dieu initial qui est Ré, qui est Ra, le soleil, on le représente sa couronne par le signe qui le précède. Et le signe qui le précède, c'est une constellation, c'était la constellation soit du Poisson, soit du Bélier ou du Taureau. Donc, à un moment, vous voyez des sphinx avec la tête du Bélier. Vous voyez des sphinx. Des sphinx, c'est toujours l'être qui a une tête, un corps de lion et une tête d'un animal, mais zodiacal. C'est pas un truc comme ça. C'est pas un truc en l'air. Ils ont vraiment figuré, c'est-à-dire représenté quelque chose de scientifique, une observation scientifique, et pour le ramener dans la réalité, pour faire comprendre au peuple de quoi on parle. Pourquoi c'est devant les temples, quelle connaissance qui est apportée, etc. Donc, l'allée des sphinx, où vous voyez une tête de bélier, c'est parce que lorsqu'ils l'ont
taillé, lorsqu'ils l'ont créé, tout ça, ils l'ont fait à l'ère du bélier, etc. L'ère du taureau, ils ont fait ça, et l'ère du poisson, ils ont fait ça. Ils ont fait telle tête, etc. Donc, à l'ère du poisson, Osiris, j'ai pas le dessin, mais Osiris, carrément, son vêtement est en écaille de poisson. Parce qu'ils sont à l'ère du poisson. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous ne comprenez pas ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas comprendre. Donc, on va passer, quand on explique cela, on comprend à peu près, plus ou moins, l'importance de notre terre, du soleil, pourquoi il y avait une importance du soleil qui était l'unique représentation de Ré, de Dieu, mais qui n'était pas Dieu. C'est la représentation matérielle, déique du divin. Mais ce n'est pas Dieu. C'est une représentation des choses, des créations de Dieu, pour essayer d'exprimer une partie de son caractère. C'est ça, l'Égypte, c'est ça la science. Donc là, je vais vous montrer juste un peu comment défile, comment tournoie toutes ces choses dans l'univers. Et d'ailleurs, pour indication, je vous le dis en bonus, on appelle notre système la Voie lactée. Je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais je le répète, la Voie lactée, parce qu'ils étaient à l'ère du taureau lorsqu'ils ont découvert tout cela. Et comme ils étaient à l'ère du taureau, l'ère de la vache, à l'ère de la vache, le féminin est sacré. Et d'ailleurs, certaines civilisations ont continué à garder ce rituel, la vache sacrée. Et donc, la vache sacrée, c'était le lever héliaque, donc du soleil, sa couronne était le taureau et son féminin, donc la vache, qui a engendré, selon la cosmogonie, la cosmologie, création de l'univers, la Voie lactée. Vous avez suivi, les amis? En image. Donc, le nom de notre système solaire s'appelle la Voie lactée à cause de la vache. À cause d'une constellation. Le féminin qui crée tout, c'est le féminin, c'est une vache. Donc, la vache sacrée, son lait qui est la semence, qui nourrit et donc la création. Donc, les planètes et tout ce qui s'ensuit dans notre système s'appelle la Voie lactée. Voilà. Cadeau les amis. Posez-moi des questions. Je ne vois pas les questions, les amis. Vous êtes où? Nous sommes dimanche, d'accord, mais quand même. Allez, les amis, c'est fou. Oui, c'est vraiment fou tout ce que je raconte, mais voilà, c'est factuel. Et là, je vous montre en image la course de la Terre et du Soleil dans le système galactique. Regardez comment c'est magnifique, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Voyage en direction des confins du système solaire, pour y rencontrer le plus grand bouclier protecteur dont la nature nous est dotée, avant de nous aventurer au-delà, là où le milieu interstellaire commence. Mais avant toute chose, songez que vous êtes déjà, là, maintenant, sans le ressentir, en train de fuser 640 fois plus rapidement que le son. Et cette vitesse de croisière fantastique n'est pas celle de la Terre, autour de notre étoile, mais d'un vaisseau gigantesque, le système solaire dans son ensemble, qui est embarqué dans une étrange danse galactique. Lorsque l'on se représente la course de la Terre dans l'espace, il est coutume d'utiliser ce modèle, organisé selon un plan, avec le Soleil immobile au centre et les autres planètes du système gravitant autour de lui. Sauf que cette représentation de notre mouvement n'est valable que si l'on se centre sur notre étoile. Or, celle-ci n'est pas immobile dans l'espace. Elle se déplace à la vitesse de 790 000 km/h autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ainsi, en réalité, en prenant pour référentiel le centre de cette dernière, toutes les planètes de notre système sont lancées dans une course folle, arrimées par la seule force de gravité au Soleil qui les entraîne avec lui. Nous évoluons dans un mouvement hélicoïdal, légèrement oscillant sur une période de 26 000 ans et se dessinant à quelques 27 000 années-lumière du centre du siphon galactique, dans la partie intérieure du bras spiral d'Orion, à une distance de quelques 50 années-lumière du plan principal du disque, au sein duquel nous traversons le nuage interstellaire local, une région large d'environ 40 années-lumière de diamètre, dans laquelle nous devrions rester pendant encore 20 000 ans.
C'est long. Des nuages interstellaires, nous en visiterons encore beaucoup. Car fort de cette vitesse de déplacement de 220 km par seconde autour du centre galactique, notre système solaire progresse dans l'espace environnant d'une distance équivalente à celle séparant la Terre du Soleil chaque semaine. Ce qui fait que tous les 1400 ans, nous avons avancé dans l'espace d'une année-lumière. Et à ce rythme-là, il nous faut 240 millions d'années pour effectuer un tour complet de la Voie lactée. Ainsi, Les amis, est-ce que c'est une coïncidence, comme nous avons vu précédemment, que chaque 1460 ans, ils enlèvent une année et qu'ils n'ont pas voulu faire comme nous, chaque 4 ans, retrancher, ajouter un jour? Vous venez de l'entendre. Et ce que vous venez de voir aussi est extraordinaire. Vous venez de voir la course folle de 26 000 ans de notre planète autour du Soleil et de toute la Voie lactée. La précision des équinoxes est dedans, puisque si chaque 26 000 ans, ça veut dire qu'il a fait le tour des 12 constellations. Donc le Soleil va à chaque maison. Et c'est pour ça que pour les aficionados, ceux qui ont aimé les mangas Chevalier du Zodiaque, Senseiya, on va dans chaque maison. Ils appellent ça les maisons, des temples. Donc chaque temple, chaque maison représente une constellation. Donc le Soleil est dans la maison du Verseau. Maintenant, nous sommes dans la maison du Verseau. Donc nous nous trouvons dans la maison du Verseau. Nous étions dans la maison du Poisson. C'est fini. Nous arrivons à une autre ère qui s'appelle la maison du Verseau. Et le féminin du Verseau, on n'a qu'à tirer une droite sur le calendrier et en réalité des zodiaques. Et en fait, nous sommes dans Lion aussi. Donc le Lion est féminin, donc c'est la lionne. Donc c'est Sekhmet. Et Sekhmet, c'est l'énergie du Verseau en ce moment. C'est l'énergie de Sekhmet, l'énergie du féminin sacré, du féminin qui est anti-corruption, anti-tout ceci, anti-tout cela. Et en fait, qui rétablit ce que les Égyptiens appelaient la Ma'at, la vérité-justice, et de l'ordre cosmologique dans l'univers. Donc nous arrivons à quelque chose qui est assez, et d'ailleurs c'est très féminin, il est représenté, le Verseau, par un homme qui porte une cruche d'eau. Or nous savons qu'à l'époque, la représentation de quelqu'un qui va chercher de l'eau, c'est toujours le féminin. Donc c'est un homme qui n'est pas ambigu, qui n'est pas dans notre idéologie chelou qu'on entend ces derniers temps, qui n'est pas dans cette idéologie-là. Il est vraiment dans l'idéologie où le féminin l'emporte. Le féminin l'emporte et nous sommes dans le féminin Sekhmet. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques, l'influence du féminin va être abordée à notre époque, à notre civilisation actuelle du 21e siècle. Donc pendant plus de 2000 ans, c'est cela que je voulais vous dire. Pendant toute cette session qui avait l'air très ardue, parce que j'ai commencé par les maths au début, vous montrer la science, et ensuite nous finissons par de l'astronomie assez dure, mais qui est assez imagée, on arrive à comprendre que cette course folle du Soleil et de la Terre, ils l'ont comprise, et ils ont appelé ça la précession des équinoxes. Et pendant 26 000 ans, ils ont compris qu'on fait le tour de 12 constellations. C'est pour ça qu'il est toujours représenté 12 constellations. Pourquoi 12? Il y en a plein, pourtant. Il y en a plein de constellations dans le ciel. Mais c'est la course du Soleil. C'est que cycliquement, il fait les 12. Donc, pour pouvoir déjà avoir élaboré cela, ça sous-entend qu'ils l'ont observé pendant 26 000 ans. Je vous laisse. Vous avez 4 heures. Pour pouvoir comprendre, même pas, je vous donne toute la semaine, pour comprendre que pour pouvoir comprendre que la chose est vérifiée, que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont calculé, ce qu'ils ont observé était juste, il faut quand même 26 000 ans pour comprendre ça. Donc, on va dire multiplié par 2, voire par 3, pour être sûr que c'est vraiment ça, que c'est cyclique. Et ils l'ont remarqué, ils l'ont noté, et ils ont noté la précision des équinoxes. Pour moi, c'est la plus grande découverte scientifique que j'ai faite dans toutes ces acceptions.
que ce soit mathématique, que ce soit astronomiquement parlant, scientifiquement parlant, je n'arrive toujours pas à comprendre qu'il y a plus de 4000 ans, c'était un fait avéré pour eux, ça. Ça veut dire qu'ils l'ont observé, ils l'ont annoté, ils l'ont certifié et ils nous l'ont transmis. C'est pas incroyable ça, les amis? Vraiment, les amis, je suis dans le détail, je vous montre des images là, c'est des images incroyables, c'est trop bien fait. C'est pour ça que moi j'adore, j'aime vous montrer les images qui vont avec, parce que c'est beau, parce que c'est vrai, c'est magnifique. Explosion solaire, c'est magnifique. Je vous remonte la course. Donc maintenant, les amis, nous sommes à l'ère du Verseau, vous le savez maintenant, et vous comprenez pourquoi. Donc, pour dimanche prochain, c'est la suite. Ça va être encore plus captivant et on va rentrer dans le détail. Je ne veux pas vous ennuyer. C'était très ardu aujourd'hui. Vous pouvez le regarder en boucle. Les amis, nous sommes dans l'ère du Verseau grâce à la précision des équinoxes qui a été découvert par les Égyptiens. Le calendrier qui a été créé aussi par les Égyptiens, ce fameux calendrier avec les mois de 30 jours, les semaines de 10 jours, et pagomètre 5 jours de plus, 365 jours, cette précision astronomique folle. Et je vous invite dimanche prochain et durant toute cette semaine pour dimanche prochain de vous armer de stylos, d'enregistreurs, de vérifier, d'utiliser les IA en voiture, voilà, pour pouvoir comprendre ce que les Égyptiens ont découvert. Bravo à vous de m'avoir suivi, les amis, et vraiment, je suis heureux de partager ça avec vous. Ciao, ciao! Oh, ça me plaît, ça, Nato. Bonne journée, les amis. Bonne journée à vous. Bon dimanche. Salut la team.